D'abord, je crois qu'il faut accepter un constat, c'est que les objectifs du millénaire pour le développement sont en grande partie, 13 ans après les faits, un échec. Dans mon domaine, nous avons encore 862 millions de personnes qui n'ont pas de quoi se nourrir décemment tous les jours, 16% de la population mondiale, c'est beaucoup plus que les 10% auxquels l'on avait voulu aller pour 2015. 2 milliards de personnes sont mal nourries, c'est-à-dire que même si elles ont un nombre de calories suffisant par jour, elles ne disposent pas d'une alimentation adéquate qui leur permette d'avoir une vie active et saine. Et le nombre de personnes ayant faim augmente en Afrique subsaharienne, aujourd'hui 243 millions de personnes. Alors pourquoi ? Je pense qu'il y avait à cela deux raisons. D'abord parce que les objectifs du millénaire pour le développement, pour louables qu'ils soient, et ils ont mobilisé des énergies considérables, il faut naturellement saluer le fait qu'ils aient été mis sur pied, ils ont eu un effet dynamisant tout à fait important. Mais ils présentaient au fond deux limites que chacun aujourd'hui reconnaît. D'abord, l'on adressait les symptômes plus que les causes. On travaillait sur les impacts de la pauvreté, de l'absence de développement, mais on n'a pas véritablement débouché sur des engagements concernant les mécanismes qui produisent la pauvreté. L'objectif du millénaire pour le développement numéro 8, qui concerne un nouveau partenariat pour le développement, lui-même ne traite au fond que des questions d'allègement de la dette, de l'augmentation de l'aide publique au développement aux pays en développement. Il parle, c'est vrai, de la réforme du commerce international, mais sur ce plan, reconnaissons que rien n'a été fait du point de vue d'une trajectoire vers un commerce plus équitable. Et même en ce qui concerne la dette et l'aide publique au développement, on est dans une situation aujourd'hui, entre 2003 et 2010, le fardeau de la dette pour les pays pauvres a doublé. Le service de la dette, au cours de la même période, entre 2003 et 2010, a triplé. Et donc on est très loin finalement de faire des progrès dans cette direction. Et quant à l'aide publique au développement, nous savons que cette aide a décru avec la crise économique. J'ai plusieurs chiffres que malheureusement je n'ai pas le temps de développer ici. Un deuxième problème, c'est que les objectifs du millénaire pour le développement n'ont pas mis, à mes yeux, suffisamment en avant l'obligation de reddition des comptes, de accountability. Une attention trop faible a été prêtée aux questions institutionnelles, de gouvernance, à la question des droits de l'homme. Les OMD n'ont pas été ancrés comme il l'aurait fallu dans les droits de l'homme, comme moyen de rendre les gouvernements responsables devant leur population. Et je pense que c'est un problème majeur, un déficit majeur des objectifs du millénaire pour le développement tels qu'ils ont été conçus en 2000. Mais nous progressons, et je pense qu'il y a, sur ces questions que je viens d'énoncer, de plus en plus un consensus qui émerge. La réunion qui s'est tenue à Rio de Janeiro en juin dernier a été, je crois, un moment d'espoir. Et le document final qui a été adopté à Rio +20, lors de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, a permis de faire, de mon point de vue, 4 progrès importants. D'abord, on a reconnu, paragraphe 107 de la déclaration finale, on a reconnu la nécessité de changer nos modes de production et de consommation qui ne sont pas soutenables. Un tabou a été levé à Rio qui concerne nos manières de consommer, qui concerne nos modes de vie, alors que, rappelons-nous très largement, on a omis de parler de ce facteur tabou au cours des années précédentes. L'on n'a pas voulu évoquer cette question par le passé. Deuxièmement, le document final adopté à Rio +20 reconnaît l'importance de lutter contre les inégalités. Des sociétés inégales, insuffisamment redistributives dans leur politique sociale, sont des sociétés qui sont moins bien équipées pour favoriser le développement durable et l'utilisation équitable des ressources en particulier. Troisièmement, on a fait une place importante à Rio +20 aux droits de l'homme. Et notamment, le droit à l'alimentation reçoit au paragraphe 108 du document final une mention
une définition tout à fait généreuse qui définit le droit à l'alimentation comme un des ingrédients majeurs pour aller vers le développement durable. Le droit à l'alimentation, c'est quoi? C'est plus de participation, c'est plus de reddition des comptes, c'est une obligation de servir les plus pauvres de la société dans les politiques que l'on met en place. Et quatrièmement, l'on a dans Rio+20, dans le document final, reconnu l'importance tout à fait stratégique de l'égalité entre hommes et femmes et des politiques de genre. Je crois que c'est également une avancée qu'il faut saluer. En même temps, il y a encore des lacunes, et c'est ces lacunes qu'il faut aujourd'hui combler. Je voudrais en mentionner 4 brièvement avant de venir à mes conclusions. 1. Les questions de gouvernance, de reddition des comptes, bref, l'institutionnalisation du développement durable, sont demeurées relativement vagues à la conférence de Rio+20. Avec d'autres procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, nous avons demandé avant Rio+20, et nous continuons de le faire, que l'on améliore, que l'on renforce la reddition des comptes à 2 niveaux, au niveau national et au niveau international. Au niveau national, il faut que les gouvernements développent des stratégies, avancent, mettent sur pied des indicateurs, prennent des engagements qui puissent faire l'objet d'une surveillance par des mécanismes de contrôle indépendants auxquels la société civile, des ONG doivent pouvoir participer pour, au fond, améliorer la pression politique ou augmenter la pression politique sur les gouvernements afin qu'ils respectent leurs engagements, afin qu'ils avancent vers la réalisation des objectifs qu'ils se sont fixés. Alors c'est vrai que le paragraphe 42 du document final de Rio+20 mentionne cela, en partie, de manière quasi subliminale, mais il faut que ceci devienne beaucoup plus précis et soit affirmé comme une composante essentielle de cette stratégie à la recherche de laquelle nous sommes. Au niveau international, il faut également une meilleure reddition des comptes. L'objectif de définir des indicateurs de développement durable paraît aujourd'hui de moins en moins mis en avant. On a renoncé également à un haut commissaire pour les générations futures, comme il en avait été question au cours des travaux préparatoires de Rio+20, mais on a un forum politique de haut niveau qui va en partie, succédant à la Commission de développement durable au sein des Nations Unies, combler ce déficit. Je pense qu'il faut renforcer là aussi au niveau international, au niveau de la gouvernance internationale, la reddition des comptes. Deuxièmement, deuxième trajet dans lequel il faut avancer, deuxième amélioration qu'il faut apporter, et lacune de Rio+20, c'est que l'on a fait référence dans ce document très vaguement à la responsabilité sociale des entreprises et au pacte mondial des Nations Unies, l'initiative majeure des Nations Unies pour responsabiliser les entreprises à l'égard d'une dizaine de priorités, mais l'on n'a pas mis en avant les véritables responsabilités juridiques des entreprises, du secteur privé. Or, je pense que c'est tout à fait important. Les Nations Unies ont progressé pour définir ces responsabilités plus récemment, en 2011, et il faudrait que le cadre futur, post-2015, prenne ceci davantage en compte. Troisièmement, il y a une référence dans le document final de Rio+20 aux innovations technologiques qui doivent servir le développement durable. Par contre, rien sur les innovations sociales. Les marchés paysans, les jardins communautaires, les achats publics comme manière de soutenir l'agriculture durable, responsable et locale, la question de l'agriculture, des chaînes courtes dans les systèmes agroalimentaires sont par exemple ignorées. Je pense qu'il faut développer ceci comme un axe important pour l'avenir. Quatrièmement, enfin, le paradigme dominant reste celui de la croissance, de l'augmentation du commerce, et la seule concession à un paradigme de développement alternatif, c'est la mention d'indicateurs de développement différents qui seraient déliés du PIB par habitant. Cela me paraît encore très insuffisant. Alors, dans quelle direction aller? Moi, j'aurais très concrètement 4 propositions. Premièrement, je crois que pour 2015, nous devrions peut-être mettre l'accent de manière plus explicite sur l'extension de la protection sociale. Et j'ai proposé avec Magdalena Sepúlveda, la rapporteure spéciale sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté, que l'on avance vers un fonds mondial de protection sociale pour soutenir les pays en développement afin qu'ils développent la protection sociale au bénéfice de leur population. J'ai présenté ceci au comité de la sécurité alimentaire à sa 39e session d'octobre dernier. Ça a été très bien accueilli et c'est repris dans les conclusions du comité de la sécurité alimentaire mondiale. J'ai présenté cela devant
Social Protection Interagency Cooperation Board des Nations Unies, qui est au fond une enceinte où les différentes agences des Nations Unies qui travaillent sur la protection sociale se concertent. Banque mondiale et Organisation internationale du travail co-président ce groupe de travail, et là encore c'est un projet qui a été très bien accueilli. Il s'agit en fait à travers ce projet de faire le suivi de la recommandation 202 de la conférence internationale du travail adoptée en juin 2012 à Genève, à l'OIT, adoptée à la quasi-unanimité des voix, 453 voix en faveur, une seule abstention, en faveur de l'universalisation d'un socle de protection sociale au bénéfice de l'ensemble des populations du monde. Je pourrais en dire davantage sur cette initiative, mais il me semble qu'elle reçoit de toutes parts un soutien de plus en plus important. Deuxièmement, il faut, je l'ai dit, améliorer la gouvernance par cette reddition des comptes à deux niveaux, au niveau national et au niveau international. Il faut, au fond, que le coût politique de la non-réalisation des objectifs qu'on se fixe soit plus important. Il faut donner aux ONG, à la société civile, la possibilité de faire plus que de simplement élire leurs représentants à intervalles réguliers. Il faut qu'elles aient des forats où elles puissent participer, obligeant les gouvernements à rendre des comptes à l'égard des promesses qu'ils ont faites. Troisièmement, il faut, je crois, affirmer la réduction des inégalités comme un objectif spécifique qui doit être autonome des autres et doit se voir reconnaître la priorité qu'il mérite. Au fond, on a de plus en plus de travaux qui montrent que la réduction des inégalités peut avoir toute une série de conséquences positives pour l'amélioration de la santé, pour la réduction de la violence dans les rapports sociaux, pour la réduction des dégradations de l'environnement. Le livre de Richard Wilkinson et Kate Pickett de Spirit Level le montre de manière tout à fait convaincante. On sait que l'inégalité, à l'inverse, réduit l'impact de la croissance sur la réduction de la pauvreté. C'est quasi une tautologie de le rappeler. On sait que l'inégalité encourage la consommation ostentatoire et la course, au fond, tout à fait irrationnelle à laquelle nous nous livrons dans des sociétés qui misent sur la croissance plutôt que sur la redistribution des richesses. Et enfin, on sait que l'inégalité a été une des causes principales des crises financières et économiques que nous avons subies, avec l'accumulation d'actifs entre les mains de quelques-uns qui ensuite créent des bulles sur les marchés financiers. C'est une dernière conséquence des inégalités croissantes qui sont le fardeau de tous les pays depuis les années 80. Nous avons réduit les inégalités entre les pays, mais nous avons vu les inégalités croître au sein de chaque pays. Ceci doit cesser, ça me paraît tout à fait urgent. Et enfin, quatrièmement, nous devons aller vers des objectifs qui reconnaissent la nécessité d'une production et d'une consommation plus durable en matière alimentaire. Je suis frappé de voir combien dans ce domaine, l'agriculture et l'alimentation qui est le mien, beaucoup peut être fait pour le développement durable en général, mais nous sommes dans une trajectoire qui n'est pas la bonne, avec des chaînes de plus en plus longues qui relient le producteur au consommateur, avec des mécanismes commerciaux et financiers qui créent des irrationalités sur les marchés des produits agricoles. Nous devons faire cesser ça. Et une manière de le faire, c'est d'interroger nos modes de consommation. Songez qu'aujourd'hui, l'Union européenne utilise pour sa consommation propre 640 millions d'hectares de terre, dont 60% se situent à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. 640 millions d'hectares, c'est une fois et demie la surface de l'Union européenne, et l'essentiel des ressources que l'Union européenne ponctionne pour sa propre consommation, ce sont des ressources qui se situent dans les pays en développement. Ce sont en quelque sorte des terres virtuelles que nous mobilisons pour notre consommation. L'Européen moyen a besoin de 1,3 hectares de terre par an pour satisfaire ses besoins. Cette surface est de 0,4 hectares pour le Chinois ou l'Indien moyen. Il faut par conséquent accepter que fait partie du problème face auquel nous sommes le mode de consommation non soutenable, et il faut réinterroger ceci. Je vous remercie.